Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, bien comme il faut, même si c'est compliqué de dormir après l'adrénaline qu'on a vécu hier soir. En tout cas pour ma part, j'ai revu le match juste après le débriefing que je vous ai pondu hier soir. Et je l'ai revu ce matin une troisième fois du coup. Personnellement, j'ai du mal à m'en remettre. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Je voulais quand même vous remercier et m'excuser encore une fois pour mon débriefing d'hier soir qui a été fait de façon un petit peu folklorique avec mon bébé qui était là en face de moi. Je pense que vous entendiez ces bruits, les bruits que fait un bébé à minuit parce qu'elle était réveillée en fait tout simplement. Elle était réveillée, elle s'est réveillée comme par hasard à la 89e minute. Juste au moment où j'allais commencer mon débriefing, elle s'est réveillée, donc je ne pouvais pas faire... maman était dehors, elle était sortie, donc je ne pouvais pas faire autrement qu'un débriefing comme ça. Heureusement qu'elle a été un petit peu sage. Mais quand même, je tenais à m'excuser et à vous remercier pour vos commentaires. Franchement, on a tellement kiffé hier soir pour ce match qui restera, quoi qu'il arrive, historique. Et je pèse mes mots, je l'ai classé, moi je pense, hein, juste en dessous ou au moins presque au même niveau que le 4-0 de 2015. Fin 2015, rappelez-vous, 0-4, masterclass d'Iniesta qui sort sous les ovations du Bernabeu, Messi qui rentre en fin de rencontre. Pour moi, c'est juste en dessous de ce 4-0 là. En tout cas, personnellement, je pense que vous serez d'accord qu'on peut le mettre au-dessus du 4-0 d'il y a 2 ans, celui de Xavi qui avait été aussi une masterclass tactique et technique du Barça à l'époque. Mais ce qu'on a vu ce soir, la partition tactique, je pense qu'on est tous d'accord que symboliquement, il s'est passé quelque chose de très très fort hier soir et qui aura normalement, hein, si le football est logique, si le Barça, la Liga, le Real Madrid restent les clubs qu'on connaît et ne changent pas du tout au tout, bah normalement, il s'est passé vraiment quelque chose hier soir. Il y aura forcément un avant et un après ce 26 octobre 2024. Il s'est passé quelque chose hier et j'espère personnellement que les conséquences de ce classico-là seront largement plus grandes que à l'époque en 2015 quand le Barça avait tartiné le Real au Santiago Bernabéu. On savait que voilà, le Barça était sur un nuage, champion d'Europe en titre, etc. On savait que normalement la Liga, elle était pour nous. À l'époque, en plus, Benitez était au fond du trou. En vrai, les amis, hein, c'est un vrai coup de tonnerre. Hein, quand tu réfléchis un petit peu, c'est un vrai séisme ce qui s'est passé hier soir parce que on pensait tous que ce serait un match spectaculaire et surtout équilibré parce qu'on disait que voilà, c'était le classico, le meilleur depuis un petit moment. Là, l'écart qu'il y a eu entre les deux équipes au niveau du score, même si on l'a vu en conférence de presse, Ancelotti, les joueurs qui disaient que le score ne reflétait pas forcément l'écart entre les deux clubs, ce qui n'est pas forcément faux, mais le Barça aurait pu très bien aussi gagner 5 ou 6-0. Voilà, d'ailleurs c'est un petit regret parce que je l'ai dit hier soir hein, dans le débriefing que j'aurais aimé un but en plus parce que ça aurait fait basculer ce classico dans les plus grands de l'histoire au Bernabéu, derrière le 6-2 quoi qu'il arrive, hein. Même si le Barça avait gagné 7-0 hier, avec ce football-là, ça aurait été moins flamboyant que le 6-2 à l'époque. Le 6-2, ça reste pour moi le plus grand match du Barça, même de l'histoire du Barça, à la hauteur du 5-0, clairement, au Bernabéu. Mais quand même, j'aurais bien aimé un 5e but parce que maintenant, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu sur Twitter les gens qui disaient maintenant que le Barça a gagné 4-0 en 2022, en 2015. Et ben maintenant, quand tu parles du 4-0 au Bernabéu, on ne sait même pas duquel tu parles, tellement il y en a eu beaucoup. Bah, c'est un petit peu ça, c'est que le 4-0 d'hier soir, malheureusement, il va être un petit peu noyé par ce qui s'est passé avant. Alors que si tu avais marqué un 5e but, une manita, là on aurait pu parler de chef-d'œuvre historique. À la hauteur du 5-0, je crois c'était en 73 avec Cruyff au Bernabéu. Là, c'est un petit peu moins, ça pèse un petit peu moins. Mais je pense que dans l'imaginaire collectif, comme c'était une opposition avec des stars, un ballon d'or qui sera normalement sacré demain avec Vinicius, qu'on croyait équilibré, la surprise, elle fait tellement mal aux supporters, aux joueurs, à tout le Real Madrid. Et ça confirme un petit peu les progrès du Barça, mais on ne s'y attendait pas en fait forcément. Parce que là, on parle du champion d'Europe. Tu as tartiné le champion d'Europe comme ça, là, 3 jours après avoir éclaté le Bayern Munich à domicile. Ce qui fait placer cette victoire-là hein, assez haut finalement dans le classement des meilleurs démontadas du Barça au Bernabéu, c'est les images en fait, les images fortes, les célébrations des joueurs, Lamine Yamal qui marque son premier but à 17 piges lors d'un classico au Bernabéu, la célébration qu'il a aussi, les joueurs à la fin de la rencontre, ça on avait un petit peu oublié. Moi je kiffe quand je vois les joueurs du Barça qui sont sur la pelouse
pelouse et qui profitent de l'instant présent. Ils sont sur la pelouse et ils célèbrent vers le parquage catalan. Mais comme je le disais, beaucoup d'images symboliques hier soir. Mbappé 8 fois hors jeu, le Real Madrid complètement déboussolé, Bellingham le masque, Ancelotti qui s'énerve en fin de rencontre, Vinicius les embrouilles, etc. Bref, c'est ça qu'on aime. En fait, nous on veut un petit peu de la bagarre, de la friction. C'est ça les vrais classicos en fait. C'est tout simplement ça. Bon, quand c'était un petit peu trop inégal. Sauf que là, c'est terminé, c'est fini. La période où le Real Madrid a dominé de la tête et des épaules le Barça pendant 2-3 ans en fait. Le Real Madrid a très bien mangé. Ils ont bien mangé, les joueurs, les supporters ont bien mangé pendant un petit moment. Et là, c'est terminé. On sait que ce match-là, là, même si c'était une opposition assez égale en termes de psychologie, avec, moi je l'avais dit, en avant-match, un petit avantage côté Barça, le prochain match, soyez sûr que le prochain Classico, si le Barça maintient ce rythme-là, vous allez voir l'ascendant psychologique qu'on aura. Une défaite comme ça, 4-0, ça a forcément des conséquences. Les prochains Classicos, en tout cas le prochain, au moins le prochain, le Real va essayer de gommer, va jouer en essayant de gommer ce qui s'est passé hier soir. Et parfois, quand tu joues comme ça, tu peux un petit peu déjouer. Donc c'est l'avantage du Barça. Évidemment, encore faudra-t-il maintenir ce niveau d'excellence pour l'instant, enchaîner les victoires, maintenir le leadership en Liga, creuser l'écart si possible. Et la prochaine fois, normalement, qu'on va les affronter, à minima, ce sera en Liga lors du match retour. D'ailleurs, ce serait bien de gagner ce match-là, parce que de ma vie, je n'ai jamais vu un Barça qui gagnait 2 classicos en Liga quand ils avaient lieu dans cet ordre-là, à savoir le match aller au Bernabéu et le retour au Camp Nou ou au Montjuïc. Ce serait cool d'avoir une première. En tout cas, comme je disais, la prochaine fois qu'on pourrait les affronter, c'est aussi en Supercoupe d'Espagne. C'est assez tôt, mine de rien, le rapport de force sera encore présent. Ce qui s'est passé là sera encore présent dans toutes les têtes et les esprits. Donc ce serait cool que le Barça continue, démarre une série de victoires du coup face au Real Madrid, comme ça peut être le cas dans les meilleures années du Barça. Donc voilà les frères pour le contexte un petit peu, le rapport de force qui va s'installer. Maintenant j'ai envie de parler de ce qui s'est passé hier soir sur le terrain. On commence par contre par une polémique. C'est évidemment ce qui s'est passé pour Lamine Yamal, les cris racistes envers lui de quelques supporters du Real Madrid. J'ai envie de dire, j'en parle jamais de ça. Vraiment jamais. Là, je le fais parce que justement, ça concerne un joueur du Barça. Je n'ai absolument pas envie de profiter du fait que ce soit le club ennemi, des supporters du club ennemi qui s'amusent à faire les imbéciles envers un joueur noir, en l'occurrence Lamine Yamal et Baldé aussi, qui lui aussi a été pris à partie par les supporters apparemment. On a les images. Maintenant, la pire chose à faire, ce serait faire du clubisme. En gros, voilà, pointer du doigt les fans et les supporters du Real Madrid, parce que des mecs comme ça, malheureusement, il y en a partout. Que ce soit en Espagne, on sait qu'il y en a beaucoup en Espagne, mais aussi partout dans le monde. Dans le monde. C'est pas un truc qui est propre au Real Madrid ou à Barcelone ou au Metropolitano ou chez l'Atlético Madrid ou à l'Espagne. C'est un truc qui est vraiment généralisé et un peu trop banalisé aussi. Donc ne pas faire de clubisme, c'est la pire chose à faire. Encore une fois, vraiment. Et en plus, le Real Madrid a très bien agi ce matin en publiant un communiqué en disant que les personnes qui avaient été ciblées et une enquête serait menée pour déterminer qui avait fait ça et que ces personnes-là seraient du coup punies, on l'espère en tout cas. Du coup, on espère simplement que ces personnes seront bannies des stades, tout simplement, et pointées du doigt. Maintenant, parlons terrain et football. Le Barça, comme je le disais, a mis un gros coup sur la Liga. Je pense que là, avec 6 points d'avance et un ascendant psychologique énorme par rapport au Real Madrid, concrètement, qui peut empêcher le Barça de remporter la Liga, à part le Barça lui-même, les frères? À part un Barça qui se saborderait, comme ça a pu arriver malheureusement. Mais clairement, je continue à le dire que moi j'ai vu le Barça gagner de mes propres yeux 11 Ligas. Et à 11 reprises, 100% des cas, on a vu un Barça faire la course en tête en prenant de l'avance tout de suite et en gérant cette avance-là tout au long de la saison. C'est aussi comme ça que tu vas gagner aussi une Coupe d'Europe, parce que tu peux ensuite être un peu plus concentré sur la LDC au moment où ça compte le plus, à savoir mars-avril. Mais bon, on n'en est pas encore là. Là, parlons du match. Quelle rencontre, les joueurs qui ont été tous incroyables. Hansi Flick qui a fait du coup confiance à Fermín López. Fermín López qui a mangé pas mal de critiques, je trouve qu'un petit peu sévère à la mi-temps et aussi en fin de match, parce que forcément il n'a pas fait un bon match, il était un petit peu inexistant. Mais il faut dire aussi que justement il faut louer le travail d'Hansi Flick de faire les changements au bon moment à la mi-temps. Il y a beaucoup de personnes qui ont aussi vanté l'apport de Frenkie de Jong. Il a été incroyable, Frenkie de Jong, faut le dire aussi. Mais ne pas oublier, comme je le dis hier, le fait que au moment où tu fais entrer Frenkie de Jong,
tu avais le choix. Soit tu faisais un changement poste pour poste en faisant entrer Dani Olmo. On pensait tous que Hansi Flick se ferait ce choix-là. On avait trop d'écart entre Fermin Lopez et le milieu de terrain Pedri Casado. Bon, ça, j'ai envie de dire que c'est un petit peu de la faute du Real Madrid qui jouait un petit peu trop bas en défense et avec des attaquants qui faisaient zéro pressing, Vinicius, Mbappé toujours hors jeu, on va en reparler. Et du coup, au milieu de terrain, il y avait un espèce de no man's land et beaucoup trop de distance entre Fermin Lopez et Pedri Casado. Quand il fait le changement, par contre, à la mi-temps et qui met Pedri à la place du numéro 10 et non pas Dani Olmo, et ben justement là, Hansi Flick, il a réglé tous les problèmes du Barça au milieu de terrain. Et ça, on l'a vu tout de suite parce qu'on avait un Pedri et un bloc beaucoup plus resserré du Barça. Ça, j'ai kiffé. 10 minutes plus tard, tu mènes 2-0 après ce changement tactique. Comme ça, une fois que tu as marqué ces deux buts-là, là, justement, tu fais le changement et tu fais entrer Dani Olmo. Parce que là, il y a 2-0, le Real se découvre un peu plus, donc il y a plus d'espace. Et là, qui va te le manger l'espace? C'est justement Dani Olmo. Il s'est régalé, il a été incroyable. Donc oui, Frenkie a été incroyable. Vraiment, il a été sensationnel. Et justement, on va se demander de plus en plus qui sera le titulaire. Est-ce que tu peux faire sortir des mecs comme Casado aujourd'hui? Est-ce qu'un mec comme Casado, tu peux te permettre de t'en priver pour faire jouer un Frenkie de Jong? Parce que Frenkie, il est bon aussi hier parce qu'il entre en jeu. Vous voyez, c'est un petit peu différent. On verra quand il sera vraiment à 100%. Est-ce que titulaire, il est aussi complémentaire? Et s'il est aussi bon défensivement que Casado la première mi-temps, comme je l'ai dit hier en débriefing, Casado, ce qu'il fait comme abattage au milieu de terrain, c'est vraiment sous-côté. Et justement, le meilleur exemple pour vous montrer que le milieu de terrain était un peu plus resserré, c'est justement le premier but. Le premier but avec un bloc hyper haut du Barça, un Casado qui est vraiment assez proche finalement de Pedri, de Rafinha, alors que ce n'était pas le cas au début du match. Et la passe qu'il met, là c'est vraiment une passe où l'appel de balle de Lewandowski, qui est un modèle, justement un appel de balle en arc-en-ciel, et ça on va reparler plus tard pour Mbappé, un appel de balle comme ça justement qui est parfait, et c'est l'appel de balle qui appelle la passe de Casado, qui est très belle certes, mais quand on voit le mouvement de Lewandowski, c'est vraiment le mouvement d'un mec, un briscard, l'expérience que vous voulez. Peut-être que ça existe, aujourd'hui en 2024, des mecs qui sont peut-être en meilleure forme que Lewandowski, mais l'appel de balle qu'il met, il y en a très peu dans le monde qui sont capables de le faire de façon aussi bien naturelle que ça. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai vues chez Cavani, Agüero, Luis Suarez et j'en passe. CR7 aussi, forcément, des attaquants, des numéros 9 qui avaient ce don-là. Et là, clairement, ce qu'il fait Lewandowski, c'est qu'il se place en fonction de Mendy. Il se place pas du tout en fonction du défenseur qui est derrière lui, à savoir Vasquez, je crois. Ça, c'est la base, Kylian. Ça, c'est se placer par rapport au défenseur que tu vois, en fait. Que tu as dans ton champ de vision, tout simplement. Et ensuite, il va battre tout seul, avec plein de sang-froid, Lunin pour le 1-0. Moi, ce but-là, il m'a rappelé un petit peu, je sais pas si vous vous rappelez, en 2017, fin 2017, on est le 23 décembre de mémoire, le Barça se déplace au Bernabéu, et le Barça subit pas mal même au début du match en première mi-temps, 0-0 à la pause, et tu sais très bien que à la fin, si le Barça réussit à marquer le premier but, ouvrir le score et faire mal au crâne des Madrilènes, après ça peut être une déculottée. Ça n'a pas loupé. Moi je le savais, je l'ai tweeté, je savais très bien que si tu marquais le but du 1-0 après les échecs du Real Madrid en début de match, et ça allait dérouler ensuite si jamais le Barça réussissait à marquer ce deuxième but qui est un coup de grâce ou presque un coup de grâce. Il arrive 2 minutes à la suite. J'ai fini mon tweet. Ils ont marqué, pendant le chargement du tweet, là, ils ont marqué le deuxième but par Lewandowski, encore une fois, sur un magnifique centre de Baldé. Baldé qui a été franchement intelligent, intéressant. Sachant qu'en plus, Ancelotti avait mis 2 joueurs sur lui. Ancelotti, ça c'est vraiment la preuve qu'il a été trop défensif. Il a placé côté gauche Camavinga et Ferland Mendy, côté droit Bellingham et Vasquez qui se sont chargés du coup de Baldé et Lamine Yamal. Tous les deux, un pressing à 2 sur eux. Mais Baldé, absolument rien à péter. Il s'est débrouillé pour déposer une galette. Là, Lewandowski, que ce soit sur le premier but ou le deuxième but, avoir en face de lui Lunin, ça change beaucoup de choses. Parce que si tu avais un mec comme Thibaut Courtois en face de toi, sur le premier but, déjà, je pense qu'avec Courtois en face de toi, sa présence t'oblige à avoir une finition parfaite de chez parfaite. Et le deuxième but, je ne sais pas s'il aurait été aussi relâché que ça. Ensuite, le troisième but, mon préféré évidemment, le petit chef-d'œuvre de Lamine Yamal pour le 3-0 du pied droit qui est très compliqué, on va y revenir. Ça me fait du bien parce que Lamine Yamal, il avait marqué un but, rappelez-vous, au Classico en avril dernier qui avait été refusé. Là, il marque ce but-là, la célébration, etc. On en a parlé. Mais le mouvement est très beau, l'appel de balle est parfait, il s'écarte pour ne pas être hors jeu. Le contrôle est bon, mais j'ai envie de dire correct. Il s'écarte un petit peu, mais surtout, il est à pleine vitesse. Et le contrôle ne lui permet même pas de ralentir un petit peu sa course pour frapper pied faible. Donc, il frappe en pleine vitesse et il te met une chiquette.
À aucun moment j'ai senti un petit peu crispé dans la frappe, il était relâché, il y avait 2-0, forcément ça aide. Mais il te met un relâchement avec les épaules bien hautes, le pied ferme, il n'a pas tremblé. Et moi, qui critiquais justement sa finition parce que en début de match, eh ben, il a un face-à-face, il tente le lob alors que c'est pas forcément le geste à faire. Là, honnêtement, c'est encore beaucoup plus dur de très loin et il te fait ça. Là, je vois depuis ce matin un petit débat à savoir s'il a fait un grand match ou un bon match, Lamine Yamal. Bah honnêtement, nous on est des fans du Barça, on sait évidemment que marquer un but, eh ben, c'est pas suffisant pour dire oui ou non. Tu as fait un bon match, hein, malheureusement. Il y a beaucoup de joueurs qui ont surfé sur ça, ils marquent un but, on leur dit c'est bon, tu as fait un bon match. Hein. Et on sait que Lamine Yamal n'a pas fait un grand match, c'est pas vrai de dire qu'il aurait fait un bon match, parce qu'on sait qu'il est capable de beaucoup mieux que ça. Après, c'est un classico, l'enjeu au Bernabéu, il avait des clients en face de lui. Je trouve qu'il a été meilleur mercredi, par exemple, face à Alphonso Davies. Là, il fait un match quand même où il est décisif, il marque ce but-là. Et le but du 3-0, c'est vraiment le but du chaos. Donc marquer ce but-là de cette façon-là, avec vraiment les cojones pleines et le courage qui va avec. J'ai bien aimé aussi ses mots après la rencontre. Quand il a dit que le Barça avait prouvé que le club, l'équipe était prête à affronter n'importe qui, n'importe quelle équipe dans le monde. Bon, déjà, il a raison parce qu'on a affronté le Bayern et le Real Madrid 8-1 sur les deux rencontres. Mais surtout, et voilà, surtout, c'est que ça montre la force de caractère du bonhomme. Je sais pas si on se rend compte. De l'insolence, bref. Avant le match, il parlait. Il a mis des stories en disant oui, il est en mission. Après la rencontre, il dit mission accomplie en story aussi. Contre le Bayern, il fait une masterclass. Alphonso Davies, il l'a fait tourner en rond. Là, contre le Real Madrid, Classico au Bernabéu, il marque ce but-là en étant décisif. Donc, permettez-moi d'être un petit peu patient. L'exigence qu'on aura de lui sur lui dans le jeu, même si on peut quand même être un petit peu exigeant en lui demandant de progresser, mais l'exigence qu'on aura dans la régularité, dans les grands matchs sur lui, on va attendre un petit peu avant de l'avoir. Au moins 1 ou 2 ans, les frères. Juste ça. Et quand il aura plus d'expérience, de responsabilité, qu'il aura vécu des choses, on sera un peu plus sévère. Mais pour l'instant, honnêtement, tu ne peux pas demander à un mec comme ça d'être tous les matchs réguliers. C'est pas possible. Pour n'importe qui, déjà, hein, un Bayern, Real Madrid, et encore moins un mec de 17 piges. Un mec normal de 17 ans, il est irrégulier. Être régulier à son âge, c'est pas normal. Voilà. Et puis, le 4e but, hein, bah celui-là, forcément, on va louer la passe décisive qui est magnifique. Hein, d'Inigo Martinez, comme quoi Inigo Martinez, hein, le début de saison qu'il fait, j'en ai parlé, j'ai insisté sur lui. Je pense que maintenant, on va tous s'excuser pour toutes les personnes qui voulaient qu'il parte cet été. Et quand Hansi Flick a dit non, il ne part pas ce mec-là, il doit rester. Et je veux que ce soit le premier joueur qui soit inscrit dans le fair play financier quand le Barça aura enfin des fonds. Et bien déjà, merci à Xavi d'avoir vu avant tout le monde qu'il nous fallait un mec comme ça à la relance, un défenseur expérimenté en défense centrale. Merci Hansi Flick d'avoir forcé et de l'avoir révélé à ce point-là parce qu'il a été blessé malheureusement la saison dernière en fin de saison. Bah, quand Araujo a déconné, on aurait bien aimé avoir un mec comme ça justement pour être aussi rassurant, aussi dominant et guider une défense. On sous-estime un petit peu l'apport d'un mec comme ça pour l'apprentissage de Koubarsi. Faire ce qu'ils font là, je ne sais pas si on se rend compte de la chose, imprégner une règle tactique aussi compliquée que ça, le hors-jeu, pendant 95 minutes, le niveau de concentration que ça demande, je crois qu'on ne se rend pas compte, c'est impossible. Être comme ça du début à la fin du match, il y a forcément 1 ou 2 moments où tu peux te faire prendre, où tu es mal aligné, où tu couvres un joueur, etc. Et eux, pas du tout. Après, voilà, forcément en face, il y avait Mbappé qui, honnêtement, montre qu'il n'a pas un si gros QI football que ça. Et même quand Hansi Flick dit en conférence de presse d'après-match, hier, quand il dit que la règle la tactique du hors-jeu du Barça, et ben finalement, c'est pas si dangereux que ça. Ben honnêtement, Hansi, même si forcément tu connais le foot beaucoup mieux que nous tous réunis, ce qu'on voit de notre écran, nous, c'est que le Barça, quand même, ça reste une décision hyper courageuse, audacieuse. Et le monde est choqué. Tout le monde se demande, en fait. Là, maintenant, les débats sur les télévisions et tout, on se demande comment ça se fait. On analyse tactiquement. On lit des articles sur Eurosport et tout, sur l'efficacité et la pertinence du piège du hors-jeu du Barça. C'est vraiment fascinant pour beaucoup de personnes. C'est fascinant, tout simplement. Donc voilà, Hansi Flick, tu nous fascines. Et Rafinha qui met ce 4e but-là, bon, on en a parlé hier soir en débriefing, mais quand même, Rafinha continue de marquer des points pour le Ballon d'Or. J'ai envie de croire que là, en fait, il y a tellement de joueurs du Barça qui sont sur un nuage. Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, qui sont des joueurs offensifs qui marquent, qui crèvent l'écran côté Barça, donc qui prétendent naturellement au Ballon d'Or. Et j'ai envie de croire que si ça reste comme ça, le Ballon d'Or sera, si jamais le Barça va loin en Liga et surtout en Ligue des Champions, on va au bout
en LDC, bah, le vainqueur sera forcément celui qui brillera le plus en Ligue des Champions. Et pour finir les frères, je voulais quand même parler de Kylian Mbappé. Plutôt j'ai envie de l'appeler Dembappé parce que hier il a montré un QI football. Mais alors un QI football qui m'a fait de la peine, hein, sans vouloir critiquer, parce que les footballeurs sont des extraterrestres, hein. Nous on est des moldus, tout ce qui est technique avec un ballon, on sait qu'il y a une différence qui est juste abyssale par rapport à tous les sports qu'on connaît. En tout cas avec ballon. Par contre le reste, Kylian, ce que tu as montré hier, dans les déplacements, est-ce qu'on peut se poser 5 secondes pour se dire que honnêtement, c'est pas du niveau professionnel de voir un joueur comme ça, des trucs qu'on t'apprend, on a fait du foot, hein, des trucs qu'on t'apprend quand t'es en moins de 13, quand tu passes sur grand terrain là, et que le hors-jeu c'est plus du coup seulement la surface de réparation, c'est tout le terrain, le demi-terrain, et qu'on t'apprend justement à faire un appel de balle juste basique où tu dois attendre que le joueur qui te fait la passe, du coup déclenche son mouvement. C'est là que tu vois que c'est pas un numéro 9. Il a pas les réflexes, et lui faire apprendre ça à 26 ans, bah bon courage, hein. Ancelotti, bon courage. On sait qu'Ancelotti, en plus, c'est pas forcément le meilleur formateur de joueurs, j'ai envie de dire. Il y a des joueurs qui ont progressé, hein. Des mecs comme Vinicius qui a montré que ces lacunes qu'il avait avant, notamment dans la finition, il a progressé. Mais Mbappé, là, il a 26 piges bientôt. Donc, apprendre ça à son âge. Il y a eu des hors-jeux hier, c'était pas très grave parce que je me disais, il se replace, il est un petit peu en retard. Mais des hors-jeux comme celui-là, là, que je vais vous montrer, qui arrive à la 91e minute. Donc en gros, c'est le 8e de ces 8 hors-jeu du match. Hein. Donc ça fait 7 fois qu'avant ça, tu t'es fait déjà contrôler par la patrouille. D'ailleurs, on voit le panneau publicitaire, là c'est la 91e minute. Hein. Le Barça mène 4-0. Et là, c'est l'exemple parfait de ce que je vous disais, à savoir le joueur qui a justement en visu, dans son champ de vision, toute la défense du Barça. 3 joueurs. Donc il peut se calquer sur un des 3. Mais à aucun moment, il prend l'information. Et ben ça donne cette saucisse-là. Voilà. Ça me rappelle un petit peu ce qu'il avait fait face au Real Madrid avec le PSG en 2022, alors qu'il aurait dû largement marquer un but de plus qui aurait qualifié son équipe. Et là, je suis désolé Kylian, mais bon, moi j'appelle ça une faute professionnelle. Franchement, c'est un petit peu ridicule. Il a été critiqué, mais à juste titre en fait, hein, par la presse espagnole, française, tout le monde lui est tombé dessus. C'est une prestation d'un mec justement qui aujourd'hui à l'instant T est fragile mentalement. Vous voyez le genre de prestation où en début de match c'était un petit peu chaud, et plus le match avance, et plus tu sombres petit à petit pour terminer la rencontre, parce que les ratés qu'il fait en deuxième mi-temps, le face-à-face manqué avec Iñaki Peña, le deuxième face-à-face où il frappe sur le gardien encore une fois, mais ça je pense que s'il arrive en début de match, il les marque. Mais comme il a été frustré par les hors-jeux, par les ratés en début de rencontre, tout ça je pense qu'au bout d'un moment ça fait réfléchir, hein. Donc tu cogites pendant 10, 15, 20 minutes, et après ce qui se passe c'est ça justement, les ratés. Et il finit le match misérablement avec le regard livide comme ça dans le stade, il jouait personnel à la fin pour marquer son petit but et dire voilà j'ai sauvé un petit peu mon match. Et ben non, c'est pas ça le football frère. Donc il avait pris du repos avec l'équipe de France soi-disant parce que tu étais focus pour aller chercher un ballon d'or. Et ben non, le football c'est un sport collectif. C'est d'abord ce qui se passe collectivement qui va influencer ce qui se passe individuellement. Et j'ai envie de dire que ça fait quand même 2 matchs où il s'est fait outclassed, hein, pour rester poli, par Lamine Yamal. Espagne-France, ça avait été une masterclass de la part de Lamine Yamal. Et encore une fois, le petit a pris le dessus sur le grand frère. J'ai envie de dire pour lui que perdre 4-0, c'est moins grave que les 8 hors-jeu qu'il a pondus hier soir. Hein, quoi qu'il arrive, hein, maintenant, dans l'histoire du Classico et de l'histoire de Mbappé au Real Madrid, on va avoir ce Classico tamponné, certifié. Le premier Classico de Mbappé, c'est le Classico où il a perdu 4-0, mais surtout où il s'est fait prendre 8 fois par le piège du hors-jeu du Barça. À la fin, il a été ridicule. Et d'ailleurs, encore une fois, merci Iñaki Peña, hein, qui est un gardien qui n'a pas cette espèce de complexe face aux grands attaquants qu'il affronte, comme ça peut être le cas pour Ter Stegen, qui vraiment, je pense, a été traumatisé par Mbappé en 2021. Maintenant, à chaque fois qu'il l'affronte, tu sens la peur chez lui. Là, Iñaki Peña, qui n'est pas extraordinaire, mais au moins, il n'a pas ces démons-là. Il n'a pas cette espèce de complexe psychologique par rapport aux attaquants qu'il affronte. Et tu vois qu'il s'en sort très bien. Il s'en sort avec ce match-là, l'arrêt incroyable, même si l'action est hors jeu. Mais sa main, là, je pense que dans le match, c'était pareil. Ce genre d'action-là, même s'il y a hors jeu à la fin, ça donne de la confiance pour la suite de la rencontre. C'est important de le faire, l'arrêt. Donc Iñaki, c'est simple. Moi aussi, je vais m'excuser pour t'avoir un petit peu titillé, parce que tu as mérité ta place, clairement. Hansi Flick a demandé à ce que tu restes titulaire, malgré l'arrivée de Szczęsny. Donc bravo à lui pour son match, pour son début de saison, hein, depuis maintenant 1 mois. On espère qu'il va continuer à gagner en confiance, parce qu'il le mérite aussi. Merci pour les travaux.
Voilà les frères, c'était pour revenir sur le Classico de façon un peu plus légère, à froid. Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous en avez pensé, comment vous vous sentez depuis hier soir. Est-ce que vous réalisez ce qui s'est passé? Parce que ce match-là, comme je le disais, il va marquer, je pense, une époque. En tout cas, la saison du Barça et du football en général, parce qu'il y aura forcément un après ce Classico-là, tellement les images étaient fortes. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, quel but était votre préféré parmi les 4 que le Barça a pondu. Moi, personnellement, c'est le 3e, Lamine Yamal, ce qu'il fait. Franchement, j'en reparle un petit peu, mais le contrôle est pas mal. Mais la finition du droit comme ça, alors que le ballon est en pleine vitesse, même pas il ralentit, il frappe comme ça coup de pied. C'est du grand art pour la lucarne. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous et rendez-vous évidemment demain ou après-demain, je sais pas, parce que le Barça aura un petit peu de repos là. Et le match est tellement choquant, le Classico, qu'on a envie de reparler encore une fois demain, après-demain, pendant je pense 3-4 jours, on va reparler. Hein. Je crois que là Mbappé il est encore en tendance sur Twitter, sur YouTube, partout, tellement voilà, ce match-là va marquer les esprits. Ça fait du bien parce que ça faisait longtemps que ça n'allait pas dans le sens du Barça. Et ce match-là, hein, qui est un 4-0 largement plus clinquant que 2022, que même celui du Real Madrid en 2023, là en Coupe du Roi, rappelez-vous 4-0 aussi contre nous. Ce match-là, ce qui s'est passé hier soir, hein, on a vraiment l'impression que c'est plus le début d'une ère qui commence, une confirmation que c'est vraiment un début de quelque chose qui va arriver là. Peut-être un raz-de-marée qui s'annonce en termes de trophées et de matchs références là en Ligue des Champions et en Liga, plus qu'une fin, un aboutissement de quelque chose. Évidemment, c'est parce que aussi Hansi Flick vient d'arriver au Barça. Mais on a vraiment cette espèce de feeling où ce match-là annonce l'arrivée prochaine d'un espèce de tourbillon, un raz-de-marée qui s'annonce sur le football. C'est ça qui est excitant en fait. D'où le fait de parler d'avant et d'après. Voilà les frères. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.